Bonsoir à tous, on démarre cette édition tout de suite avec les titres. La présidente de l'Assemblée nationale de France est à Abidjan, invitée à la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale ivoirienne. Elle a été reçue ce dimanche par le président de la République Alassane Ouattara. Yael Braun-Pivet a salué les liens d'amitié et de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Dimanche spécial pour les églises de Côte d'Ivoire à l'instar de celles du monde entier. La fête de Rameau célébrée ce jour. Intervenant une semaine avant Pâques, cette fête fait mémoire de ces jours où Jésus fut acclamé comme un roi par les habitants de Jérusalem avant d'être crucifié. Nos reporters ont sillonné quelques lieux de culte, vous le verrez dans ce journal. Et puis dans le district du Denguélé, une route nationale qui mène au Mali est en dégradation très avancée. Les populations plaident pour sa réhabilitation. Cette voie relie 3 localités productrices d'anacarde, dont Tiémé et Goulia, au nord du pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce dimanche la présidente de l'Assemblée nationale française, invitée à la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale ivoirienne. Les échanges ont notamment porté sur les liens de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous apprend Jérôme Kofi Aboulin. Une visite de la présidente de l'Assemblée nationale française au président de la République de Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour lui rendre des civilités à l'occasion de son séjour en terre ivoirienne. C'est à la résidence du chef de l'État ivoirien à la Riviera Golfe que se déroulent les échanges en fin d'après-midi au cours de cette journée dominicale. À l'issue de cette rencontre, la présidente de l'Assemblée nationale française indique avoir évoqué avec le président Alassane Ouattara les liens historiques et exemplaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Je suis très honorée de venir en Côte d'Ivoire pour mon premier déplacement en Afrique. Je suis extrêmement reconnaissante à M. Bitogo qui m'a invitée lors de sa venue à Paris et au président Ouattara que je remercie particulièrement pour son accueil. J'ai le bonheur et également l'honneur de conduire une délégation du Parlement français. L'importance de cette délégation montre les liens d'amitié et l'intérêt que la France, et singulièrement le Parlement français, porte à la Côte d'Ivoire. À l'initiative du président Ouattara, comme vous le savez, l'année 2023 a été déclarée année de la jeunesse. Vous avez la chance d'avoir un pays avec une jeunesse dynamique, une jeunesse qui représente aujourd'hui votre présent, mais surtout votre avenir. Et il était important pour nous, pour notre délégation, d'aller à leur rencontre. Cela nous permet de mieux comprendre votre pays, de mieux comprendre les aspirations de cette jeunesse et surtout de mieux comprendre aussi la force qui l'anime. Et donc nous savons que la Côte d'Ivoire, forte de cette jeunesse engagée, forte de ses atouts, est un pays qui a un avenir radieux. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible dans une politique de coopération, de co-construction, de partenariat que nous sommes en train d'inventer. À noter que la présidente de l'Assemblée nationale française est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale ivoirienne et de la session parlementaire de la francophonie prévue ce lundi 3 avril 2023 sur les bords de la lagune Ébrié. La France et la Côte d'Ivoire ont un lien de coopération dans plusieurs secteurs, dans la culture. Pour son renforcement, la présidente de l'Assemblée nationale française a échangé avec la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Serge Collier. La présidente du Parlement français et la ministre de la Culture et de la Francophonie abordent les questions culturelles de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Bien engagé depuis plus d'un an, le retour du Djidji Ayokoué, le tambour parleur du peuple tchaman, était à l'ordre du jour.
Le processus est déjà largement engagé. Maintenant, il faut l'adoption d'une loi au Parlement. Et le souhait du président de la République et de son gouvernement, c'est de prévoir un cadre qui soit plus large, plutôt que d'avoir une loi par restitution finalement. Et donc la ministre de la Culture souhaite présenter ce que l'on appelle une loi cadre et qui pourra permettre au Parlement de délibérer justement sur ce sujet pour voir quelles sont les conditions que nous décidons de mettre en œuvre pour pouvoir opérer ces restitutions. Yael Braun-Pivet et Françoise Remarque se sont intéressés aux enjeux de la restitution des biens culturels de la Côte d'Ivoire. Nous sommes effectivement dans une approche d'une loi cadre qui permettra d'accélérer le retour des biens. Nous avons déjà 148 biens qui ont été inscrits et qui devraient pouvoir potentiellement revenir. À juste titre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale l'a dit, il s'agit aussi de co-construire ensemble les modalités de retour de ce bien. Et pour nous, c'est une véritable opportunité de co-construction, d'une coopération que nous allons déterminer ensemble. La présidente de l'Assemblée nationale de France est en Côte d'Ivoire à la demande du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo. Elle prononcera un discours à l'ouverture de la session ordinaire 2023 prévue ce lundi 3 avril. Je le disais à l'instant, les chrétiens ont célébré ce dimanche la fête des rameaux. C'est en mémoire de l'arrivée de Jésus-Christ dans la cité sacrée de Jérusalem et le début de la Semaine Sainte. Nos reporters ont sillonné quelques lieux de culte à Abidjan. Jean-Marc Djadji nous fait le point. L'hymne Hosanna, repris en chœur par les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Un rituel qui intervient avant la bénédiction de leur rameau de palmiers verdoyants, signe de vitalité. C'est dans ce recueillement que ces paroissiens commémorent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, jour de rameau. Le curé Patrice Bowie fait le récit de cette arrivée solennelle dans la ville sainte issue des 4 évangiles canoniques. La cérémonie se poursuit avec la procession des fidèles. Le Christ est acclamé, les palmes en l'air. C'est notre cœur qui doit s'ouvrir pour l'accueillir. Ce n'est pas seulement l'église, ce n'est pas seulement les murs, ce n'est pas seulement les rues. C'est notre cœur qui doit l'accueillir. Et si notre cœur l'accueille comme roi, comme seigneur, comme fils de David, il est normal qu'il pourra régner sur tout l'univers. Une occasion pour ces chrétiens de prier pour la paix et d'adorer le Seigneur. Cette prière que j'adresse au Seigneur, c'est que Dieu accorde à chaque famille en Côte d'Ivoire la grâce de la paix, la grâce d'une réconciliation vraie. Même cérémonial à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita d'Ategoubé 3, dans le diocèse de Yopougon. L'entrée messianique est célébrée dans la louange, l'adoration, le partage, une aubaine pour programmer les œuvres sociales au profit des couches vulnérables. Nous avons donné des vivres pour la période de carême. Mais j'ai tenu personnellement ce week-end à faire ce week-end de la solidarité, de la charité et du partage avec les maillons les plus faibles de notre tissu social. Soyons tous unis ensemble pour la paix dans nos communautés, pour la paix dans nos familles et pour la paix dans notre pays. La communauté de l'Église du christianisme céleste des 2 plateaux n'est pas restée en marge. Elle est allée à la rencontre du Christ. Nous demandons beaucoup la rémission de nos péchés. Que Dieu nous pardonne de tout ce que nous avons fait du mal à nos amis, nos frères, les uns et les autres. Les rameaux bénis après la messe orneront les croix et les images religieuses dans les maisons, geste de vénération et de confiance envers le Christ. À travers cette fête de rameaux, les fidèles du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays débutent la marche vers la Passion du Christ, 6 jours avant la Pâque. À Méagui, on a également célébré la fête de Rameaux. Les fidèles chrétiens sont sortis nombreux pour se souvenir de Jésus-Christ à Jérusalem. Le compte-rendu de Davis Oyo et Éric Ogoré. Les chrétiens de la localité de Méagui ont investi les lieux de prière pour commémorer la fête des Rameaux. À l'église catholique Saint-Ignace, le curé de la paroisse, dans son homélie, donne le sens de ce rendez-vous spirituel. À l'entame de la Semaine Sainte, nous fêtons cette entrée triomphale
à Jérusalem pour annoncer au monde entier que Dieu a sauvé l'homme. Que les hommes doivent vivre dans la paix, dans la réconciliation, dans le partage, pour que Dieu soit glorifié à travers tous ses enfants, dans toutes les religions et dans tous les peuples du monde entier. Même son de cloche à l'église protestante Sema de la localité. Ici, c'est dans la liesse que se tient le culte du jour. Chaque chrétien doit savoir que cette fête a une très grande importance dans la vie du chrétien. Donc à chaque moment, le chrétien Sema doit célébrer la fête des rameaux. Autre décor, même ambiance. Les chrétiens de l'église céleste de Méagui, eux, ont démarré la célébration par une procession à l'image de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Les fidèles catholiques sont toujours en jeûne. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a fait don de plusieurs tonnes de vivres à ceux de Yamoussoukro. C'est par le truchement de la ministre-gouverneur Raymond Goudou-Kofi. Kader Sogodogo. Cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, des sacs de riz, des cartons de lait, d'huile, de sucre, des tonnes de vivres avec du savon. C'est le don du président de la République Alassane Ouattara aux chrétiens catholiques du diocèse de Yamoussoukro en cette période de carême. Le don est acheminé par le ministre-gouverneur Raymond Goudou-Kofi. La période de carême est une période de partage, une période où on tourne les yeux vers ceux qui sont moins nantis, mais également c'est une période où on confie la population, dans son cas particulier, à Dieu, afin qu'il soit miséricordieux. Et je pense que c'est cela en tout cas qui motive ces dons de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un geste apprécié à sa juste valeur par Monseigneur Joseph Kakou Aka, le nouvel évêque de Yamoussoukro. À quoi sert-il de jeûner si on ne partage pas? On jeûne pour pouvoir partager avec les frères et sœurs. Et les dons que le président fait, nous les recevons dans cette optique partagée avec les frères. Et donc c'est lui-même qui partage avec ses frères et sœurs chrétiens, comme il le fait aussi pour ses frères et sœurs musulmans. Donc c'est avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude que nous réceptionnons ces dons. Cette action du président de la République Alassane Ouattara à l'endroit de ce diocèse est une tradition. C'est à juste titre que la communauté catholique a élevé des prières à son endroit. Des vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA à 16 congrégations religieuses à la faveur du carême chrétien, dont de la première dame Dominique Ouattara, remis par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Grâce Kando. L'élan de solidarité gouvernementale continue de se tisser à l'endroit de l'Église catholique en cette période de carême. Après les diocèses, les séminaires et Caritas Côte d'Ivoire, c'est au tour des congrégations religieuses de recevoir des vivres et non-vivres. Nos congrégations soutiennent beaucoup de personnes désœuvrées ou qui ont des soucis de nourriture, et je pense que c'est la bienvenue pour nous aider à les soutenir. Ces 20 tonnes de vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA est un don de la première dame Dominique Ouattara. En son nom, la ministre Anne-Désirée Ouloto a dépêché pour la circonstance la directrice de la coordination et du suivi des services extérieurs du ministère de la fonction publique pour faire ce don. Nous sommes là au nom de la ministre de la fonction publique Anne-Désirée Ouloto, qui est mandatée par la première dame Dominique Ouattara, une fervente chrétienne qui vient participer à ce temps de pénitence, de partage et de prière pour soutenir toutes ces sœurs religieuses. Au total, ce sont 16 congrégations religieuses qui ont été dotées de vivres et non-vivres. Les étudiants chrétiens et musulmans n'ont pas été oubliés dans cet élan de solidarité. En cette période de jeûne, ils ont reçu des vivres des mains de leur ministre de tutelle. C'était ce vendredi à l'université Félix Houphouët-Boigny. Serge Coléa. La communauté universitaire reçoit sa part de dons de vivres en cette période de jeûne musulman et de carême chrétien. Les associations d'étudiants, d'enseignants,
le personnel administratif de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Une douzaine d'organisations ont reçu, entre autres, produits alimentaires, du sucre, du lait et du riz. À l'université, nous avons 10 sites de rupture. Voilà, c'est-à-dire à partir de 18h, il y a un comité d'organisation sur chaque site. Donc ces dons-là nous permettent de préparer. On prépare pour tout le monde, pour toute la communauté, pour 18h et puis pour 4h du matin. Nous voulons dire que Dieu a pourvu, Dieu est miséricorde, parce que c'est un geste social. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a profité de cette occasion pour évoquer des actions en faveur du monde estudiantin. D'ici peu, nous allons soumettre à l'analyse du Conseil des ministres un projet de décret portant augmentation des taux de bourse et secours financiers de Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire. Et également, une annonce a été faite en Conseil des ministres et cette annonce sera suivie d'effet bientôt, c'est-à-dire la prise en charge totale, j'allais dire, des 2000 étudiants les plus démunis. Dans la dynamique sociale, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et en ce mois béni où se croisent jeunes musulmans et carême chrétiens, je viens d'offrir donc aux étudiants du lait, du sucre et également du riz. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue la cohésion entre étudiants musulmans et chrétiens. Il les invite à profiter des bienfaits de ce mois saint. On en vient au magazine du dimanche, au journal de 13h. Sujet abordé, la loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques. Voici un extrait. L'objectif de la loi, c'est d'apporter une protection particulièrement suffisamment efficace, en tout cas, à la victime de ce genre de violence. Jusqu'à maintenant, ce qui était réprimé, c'était les violences physiques, les coups et blessures volontaires. Et donc, à côté des coups et blessures volontaires, nous avons désormais les violences morales qui sont réprimées. Et les violences morales, ce sont toutes les violences, tous les actes de contrainte, les pressions de nature psychologique infligées à une personne. Avant cette loi, nous avions le code pénal qui contenait déjà des dispositions qui accordaient une protection aux victimes de viols, de violences domestiques, en tout cas de toutes les infractions. La difficulté, c'est que cette protection n'était pas suffisamment efficace, ce que la loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques apporte comme innovation, c'est que immédiatement, des mesures de protection peuvent être accordées à la victime parce que la loi prévoit que le juge, le président du tribunal, lorsqu'il est saisi, eh bien, il a 24 heures pour prendre une ordonnance de protection. Coronavirus, quels sont les chiffres de la pandémie en Côte d'Ivoire? Réponse dans quelques instants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 2 avril 2023 2 nouveaux cas de Covid-19, 1 guéri et 0 décès. À la date du 2 avril 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 88 303 cas confirmés, dont 87 464 personnes guéries, 834 décès et 5 cas actifs. Le 1er avril 2023, 1232 doses de vaccins ont été administrées. Dans le district du Denguélé, une route nationale qui mène au Mali est en dégradation très avancée. Cette voie relie 3 localités productrices d'anacarde, dont Tiémé et Goulia, au nord du pays. Les populations plaident pour sa réhabilitation. On voit cela avec Eugène Atoubé. Ce motocycliste et sa passagère sont en partance pour Ngolo Blasso, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Madinani. Ils auront à parcourir environ 18 km pour arriver à destination. À peine ont-ils effectué 3 km après la ville de Tiémé que commencent les difficultés de leur voyage. Motocyclistes ou conducteurs de camions, tous subissent l'extrême état de dégradation dans lequel se trouve cette route classée route nationale et qui mène à Goulia, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Kagnasso, région du Foula, pour continuer jusqu'au Mali. En divers endroits de la route, des ponts de fortune qui régulièrement cèdent.
Comme ici, les populations de Ngolo-Blasso, dans un élan de solidarité, se sont mobilisées pour en assurer sa réparation. C'est ainsi chaque fois que cela s'avère nécessaire. C'est une route qui a été ouverte depuis 1962. Si le camion doit sortir avec un produit, on est obligé de faire sortir les jeunes pour pousser. Sinon, le camion ne peut pas aller. C'est une voie véritablement impraticable aujourd'hui qui cause d'énormes préjudices à notre population. Évidemment, les produits agricoles, on n'arrive pas à les évacuer. Les cas d'urgence, de maladie, on est beaucoup coincés. Depuis 2005, année de l'érection de Ngolo-Blasso en chef-lieu de sous-préfecture, à ce jour, la route nationale qui mène à cette localité jusqu'au-delà est la préoccupation majeure des populations réparties dans l'ensemble des 6 villages qui composent la sous-préfecture. De sources administratives, cette route a été officiellement fermée à la circulation à la faveur de la crise de 2002 et à ce jour, elle n'a fait l'objet d'aucune rénovation. Conséquence, entrer en Ngolo-Blasso ou en sortir relève d'un véritable parcours du combattant. J'ai un village qui est situé juste à côté, à 8 km, à partir de cette voie internationale, compte tenu de l'état de la route, qui est impraticable, je suis obligé de faire le grand tour pour faire 105 km en aller et retour au lieu de 16 km. Ngolo-Blasso, une sous-préfecture presque enclavée qui souffre encore de l'impraticabilité des routes d'accès à ces villages. En attendant un écho favorable au cri de cœur des populations, celles-ci se consolent du dynamisme de la mutuelle du village, créditée de plusieurs réalisations grâce auxquelles Ngolo-Blasso a franchi de grands pas dans sa marche vers le développement et le progrès. Autre sujet à présent, pour marquer son passage à la 67e session de la Commission de la condition de la femme de l'ONU, la Côte d'Ivoire a organisé un panel sur le rôle des femmes dans un monde apaisé en lien avec l'ONG coréenne International Women Peace Global. Le point de Mamadou Kwasi. Un panel de haut niveau sur la contribution des femmes à un monde de paix à cette 67e session de la Commission de la condition de la femme. L'initiative est de la ministre Nassineba Touré, soutenue par l'organisation coréenne IWPG, International Women Peace Global. 3 pays, à savoir le Maroc, le Burundi et la Côte d'Ivoire, exposent leur stratégie de valorisation de la paix à travers l'autonomisation des femmes. La technologie au Burundi est au service de l'augmentation de l'inclusion financière, surtout chez les femmes des milieux ruraux, par la mise en place des services bancaires de proximité, facilité par des compagnies de téléphonie mobile et dans l'alerte rapide des cas de violence basés sur le genre en vue de secourir aux victimes en temps réel. Il est nécessaire d'accorder de l'importance à la digitalisation en tant que l'un des piliers importants sur lesquels doit être aujourd'hui construite toute approche visant à activer l'égalité des sexes, la participation des femmes à la vie publique et leur autonomisation économique. Un partage d'expérience qui a permis à la ministre Nassineba Touré de présenter après le Maroc et le Burundi le rôle des femmes dans la stabilité de la Côte d'Ivoire. Une éducation adéquate, adaptée à l'ère de la technologie et du digital, est une condition indispensable à l'autonomisation réelle des femmes et des filles en milieu rural. C'est pourquoi mon pays réalise des investissements importants en faveur de l'apprentissage des outils numériques par les femmes faiblement lettrées vivant en zone rurale. L'objectif visé est de mettre à disposition des femmes, quelles que soient leurs conditions sociales et leur lieu d'habitation, les moyens de diffusion des messages positifs nécessaires à l'émergence d'une conscience collective de paix portée par les femmes. Il s'agit pour l'organisation coréenne IWPG de promouvoir la paix à travers le monde. La paix part de l'individu et s'étend à la famille, puis à la société. C'est pourquoi l'IWPG organise une éducation, des formations des leaders de paix. Elle compte s'investir en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, pour accompagner les femmes tout en s'associant au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.
Du football, Coupe de la CAF, la SEC Mimosa a battu aujourd'hui le club nigérian de Rivers United, 1-0, score final. C'était lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupe. Hassen Kwasi et Sou Jean Silver. Qualifié avant la 6e journée, la SEC Mimosa et Rivers United se retrouvent pour l'ultime match de la poule B de la Coupe de la Confédération. Un match qui rêvait un double enjeu pour la SEC Mimosa. Laver l'affront du match aller où elle avait été battue 3-0 et cherchait à terminer leader de son groupe afin de recevoir à domicile son match retour de quart de finale. Dans ce contexte, les poulains de Julien Chevalier entament idéalement la partie et ouvrent le score après 2 minutes de jeu grâce à Mofosé Karidula Trésor. Un avantage que Salif Koulibaly et ses coéquipiers préservent jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les jaunes et noirs tentent de faire le break, mais la tentative de Zouzoua Pakom est repoussée par le bloc défensif des Nigérians. Menés les joueurs de Rivers United essaient tant bien que mal de rétablir la parité, mais ils ne parviennent pas à trouver la faille. 1-0, la SEC assure l'essentiel et prend sa revanche en terminant en tête du groupe B avec 13 points. L'identité du prochain adversaire de la SEC Mimosa sera connue le 5 avril lors du tirage au sort au Caire. Terminons avec le 7 sur 7, l'actualité dominante de la semaine, du lundi dernier jusqu'à ce dimanche. Eric Gori. Antonio Guterres a rendu public son rapport préliminaire sur la situation en RDC pour la période du 1er décembre 2022 au 20 mars 2023. Ce document décrit une situation alarmante, particulièrement dans 3 provinces de l'Est de la RDC, avec une augmentation de la violence perpétrée principalement par les forces alliées démocratiques ADF, la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, et le mouvement du 23 mars M23. Antonio Guterres encourage les parties à régler leurs différends par le dialogue et les mécanismes existants de résolution des conflits. La commission électorale birmane, mise en place par la junte au pouvoir, a annoncé la dissolution de la Ligue nationale pour la démocratie, LND, le parti d'Aung San Suu Kyi. L'annonce intervient plus de 2 ans après un coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement civil et condamné l'ancienne chef du gouvernement à 33 ans de prison. Mza Youssoufa, indépendantiste issu de l'immigration et musulman, a été élu Premier ministre d'Écosse à l'issue d'un vote au Parlement local. Une première dans l'histoire du pays. À 37 ans, le nouveau chef du gouvernement a été élu d'un scrutin déclenché par la démission de Nicola Sturgeon le mois dernier, après 8 ans en poste. Le ministère éthiopien de la Justice annonce l'arrêt des poursuites judiciaires visant les dirigeants civils et militaires du Tigré. Ils sont poursuivis depuis le début du conflit dans cette région du nord de l'Éthiopie. Cette nouvelle fait suite à l'accord de paix signé à Pretoria en novembre 2022. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné jeudi dernier à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation à la suite d'une plainte déposée par le ministre du Tourisme, Mam Mbaye Niang. Une peine qui préserve son éligibilité pour la présidentielle de 2024 selon ses avocats. La Russie a pris samedi la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. La dernière fois qu'elle l'a présidé, c'était en février 2022. L'Ukraine a réagi qualifiant de honte le fait de voir Moscou présider l'instance suprême onusienne. Au lendemain de son retour au Vatican, le pape a présidé la messe des rameaux à la place Saint-Pierre, devant les fidèles brandissant un rameau d'olivier. Le pape est revenu sur l'expérience de Jésus-Christ sur la croix. Le souverain pontife avait quitté hier l'hôpital Gemelli de Rome après un séjour de 3 nuits pour soigner une bronchite. Il est apparu ce 22 avril en bonne santé. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve demain dès 6h30. Excellente nuit à vous tous. Dieu nous garde. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers. Bonsoir.